Merci. Et donc on prend le relais. On va changer un peu l'ordre des présentations. J'appelle Patrice Dio et Vincent Lisowski pour co-animer cette table ronde et les différents participants à la table ronde. Et je vais en fait interroger Benoît Elbode. Et ce n'était pas l'ordre qui était prévu, mais qu'il a un impératif et qu'il doit nous quitter à 16h30. C'est une table ronde qui a pour objectif de croiser tous les regards des différents acteurs qui sont impliqués dans la planification des ressources humaines. Et donc c'est un peu les parties prenantes finalement qui sont importantes dans toutes les discussions. Et la question qu'on souhaitait poser à Benoît Elbode en tant que directeur général d'ARS, c'est que l'ARS est quand même un des acteurs importants dans l'évaluation des besoins de santé pour son territoire. Et comment vous voyez actuellement cet exercice de programmation? Est-il satisfaisant? Et qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme levier pour lever les éventuelles difficultés? Merci beaucoup. Alors, c'est désolé, parce que j'avais prévu de partir à 16h30 et avec le retard, ça fait un peu rapide. Très content d'être parmi vous dans cette institution. Alors, sur l'évaluation des besoins, donc c'est vrai qu'en tant que directeur général d'ARS, on est amené à évaluer les besoins, mais surtout, je suis médecin et j'ai commencé à travailler sur les sujets il y a plus de 20 ans avec Yvon Berland, quand j'étais vice-président de la démographie médicale à l'Association nationale des étudiants en médecine. Et après 20 ans de réflexion sur l'évaluation des besoins, j'en suis arrivé à la conclusion que c'était impossible d'évaluer les besoins. Et j'ai pas besoin de vous en faire la démonstration parce que je pense que Madame Vincent, avec tous les critères qu'il faut pour évaluer les besoins, vous a fait la démonstration à quel point c'était difficile. Parce que on s'est rendu compte pourquoi c'est compliqué. Parce que qui sait résoudre une équation à 6 inconnus? D'abord, on ne sait pas où les médecins vont s'installer. Et on sait que quand ils vont s'installer dans des endroits, ils créent du besoin infini. Moi, à Bordeaux, j'ai des médecins généralistes qui voient à peu près 600 patients comme médecins traitants. Dans les Deux-Sèvres, ils en voient 1200. Mais ils gagnent autant d'argent à Bordeaux, ils multiplient les consultes. J'ai 150% de psychiatres de démographie à Bordeaux et j'ai 0 psychiatre en Dordogne. Mais ils s'en sortent à Bordeaux, parce que des bourgeois stressés comme moi qui sont qui ont besoin de quelqu'un pour les aider, il y en a infiniment. Donc, première, ils vont où ils veulent. Ils travaillent aux heures où ils veulent. S'il n'y a que 10% des gynécologues obstétriciens qui acceptent de faire de l'obstétrique pour faire des gardes, il va en falloir beaucoup des gynécologues obstétriciens. Et aujourd'hui, on voit qu'il y en a de plus en plus qui quittent l'hôpital pour aller faire de la chirurgie ou aller en ville et ne pas faire de garde. S'il n'y a que 30% des médecins généralistes qui participent à la PDSA, il faut beaucoup de médecins généralistes pour pouvoir avoir des médecins la nuit. Troisième inconnu, ils travaillent le temps qu'ils veulent. Avant, les urgentistes faisaient du temps additionnel. Maintenant, les urgentistes, 2 fois 24 heures, terminaient la semaine. Alors c'est sûr que si tous les urgentistes ne travaillent que 2 fois 24 heures, il va falloir beaucoup d'urgentistes pour y arriver. Troisième inconnu. Quatrième inconnu, ils font les activités qu'ils veulent. Les psychiatres ont du mal à vouloir prendre en charge les schizophrènes. Ils préfèrent les gens un peu moins malades en ville. Les gynécologues obstétriciens, ils font de la gynéco de ville. Vous savez qu'en Écosse, avec le graphe, on a été en Écosse. En Écosse, il n'y a aucun gynécologue obstétricien qui fait du suivi de grossesse. Aucun. C'est le boulot de sage-femme, c'est le boulot d'autre chose, d'autres professionnels de santé. Les dermatologues, dans certaines villes, il vous faut 3 mois pour voir un dermatologue, sauf si c'est pour faire de la dermato-esthétique. Alors là, ça va beaucoup plus vite. Donc, ils choisissent l'activité qu'ils veulent. Les patients aussi. Vous avez des patients qui sont dans le consumérisme médical, qui ont besoin de voir un médecin tous les 4 matins. Donc ce libre choix des patients, si on se laisse guider par ce choix-là des patients, on a besoin d'infini. Et enfin, dernièrement, et ça c'est un peu plus l'État, c'est la démocratie. Quand je dois mettre un urgentiste à l'hôpital de Confolens pour que la nuit, il voit en moyenne dans l'année 1 ou 2 patients par nuit, il me faudra beaucoup plus d'urgentistes si je dois en avoir dans les nuits pour voir 1 ou 2 patients que s'ils en voient plus. Donc le raisonnement auquel moi je suis arrivé, après 20 ans de réflexion sur le sujet, c'est que je souhaite beaucoup de courage à Madame Vincent pour nous donner les analyses. En fait, moi mon analyse en tant que responsable, c'est de se dire, si un jour on m'accuse d'être responsable d'avoir mis en place des politiques qui font qu'il y a trop de médecins, je le vivrai pas trop mal. Et donc aujourd'hui, ma stratégie en tant qu'ARS, c'est de tout faire pour en former le plus possible, pour pousser le plus possible les coopérations pour gagner du temps médical
et pour essayer de pouvoir répondre à et de maîtriser le besoin en limitant le consumérisme médical et en essayant d'adapter l'offre de soins sur le territoire. Et je pense que cette question des besoins, il faut la prendre avec beaucoup de pragmatisme. Avec Yvon Barland, on en parlait tout à l'heure. Il y a 20 ans, on disait qu'il fallait augmenter le numerus clausus. On nous disait qu'on était fous, que jamais on pourrait former tous ces médecins. Et encore aujourd'hui, j'ai des acteurs qui disent « Voilà, attendez, on en forme quand même beaucoup, peut-être qu'on aura... » Enfin, c'est incroyable, alors que les intervenants d'avant ont dit l'explosion des maladies chroniques, du vieillissement de la population. Voilà, pour conclure, en tout cas, ce que je fais dans mon ARS, c'est que je fais tout pour avoir le plus de professionnels possible. En gros, on se base sur 2 critères qui sont assez simples. Le premier critère, c'est le benchmark. Est-ce qu'on en forme à peu près autant que dans les autres pays et ailleurs? Et si on voit qu'on est bien inférieur, on essaye de rattraper. Et le deuxième critère, qui n'est pas bon du tout, qui est un critère très opérationnel, c'est de quoi manque-t-on aujourd'hui? On manque d'urgentistes. Il y a 4 ans, on a décidé d'en former 2 fois plus. Là, aujourd'hui, on voit que les pédiatres, les gynéco-obstétriciens, les psychiatres... Donc, on se base sur les manques d'aujourd'hui pour construire les augmentations d'effectifs pour demain. C'est peut-être pas la meilleure façon de faire, il y a sûrement une meilleure façon de faire, mais je pense qu'aujourd'hui, il est urgent d'agir et on ne va pas continuer encore pendant 40 ans à se dire qu'on manque de médecins. Je suis désolé de ne pas pouvoir rester plus longtemps avec vous pour pousser le débat. En tout cas, je suis très content d'avoir apporté cette pierre. En général, ceux qui me connaissent, ils savent que j'apporte des pierres un peu polémiques. J'ai commencé à travailler sur ces sujets quand j'étais un jeune étudiant prétentieux. Aujourd'hui, j'ai changé, je suis un vieux DG d'ARS, mais toujours prétentieux. Et donc, en tout cas, très content de participer au débat. Merci à vous. Donc on voit bien que le sujet de la planification et de la régulation sont 2 sujets différents et qu'on peut faire de la planification, mais si la régulation, la sortie, elle n'est pas bonne, la planification ne marche pas. Mais ça n'empêche pas que la planification peut être possible. Voilà, mais tout est perturbé. Alors, parmi les multiples structures qui sont impliquées dans la planification figurent évidemment les ordres professionnels, les ordres aujourd'hui, pour ce qui nous concerne, qui régulent, enfin qui inscrivent en tout cas à leur tableau les professions médicales et qui disposent de photographies de ce que sont ces membres des professions médicales, qui les inscrivent au RPPS et qui donc participent naturellement dans leur fonction à la réflexion finalement quant à la planification des besoins des professionnels de santé dans l'avenir. Mais ce n'est pas si simple que ça, parce que j'ai appris que, par exemple, pour ce qui est de l'ordre des médecins, ce n'est pas parce qu'un médecin est inscrit, par exemple, je suis pneumologue en tant que pneumologue, qu'il n'exerce pas quelquefois à 100% de son temps l'allergologie. Et donc ça complique sûrement la réflexion. Je parle des médecins, mais je pense qu'il doit y avoir des difficultés pour les autres ordres. Je pense aux ordres des pharmaciens, aux ordres des sages-femmes qui sont ici présents aujourd'hui. Et donc je vais demander à chacun des représentants de ces ordres, en quelques minutes, d'indiquer, on va peut-être commencer par Jean-Marcel Mourgue pour l'ordre des médecins, comment ils abordent ces questions de réflexion et de planification démographique pour l'avenir. Tout d'abord, un grand merci pour votre invitation, et comme il m'a été signifié que j'avais 3 minutes pour me livrer à cet exercice, je me suis permis de faire une note synthétique. Alors, la planification des besoins des professionnels de santé est une question essentielle, je crois qu'on en est tous conscients, récurrente, et il faut bien le dire, mal résolue à ce jour. Pour être très synthétique, et ça c'est quand même pas la moindre des surprises, si l'on devait résumer à gros traits la situation d'aujourd'hui, nous, collectivement, nous n'avons jamais été autant détenteurs de données de santé, avec l'open data, et cela contraste avec le constat que malgré la puissance théorique de calcul des données ainsi hébergées, nous sommes certainement très en deçà de ce que pourrait être une planification au sens d'une décision éclairée des besoins en professionnels de santé. Donc la réflexion de l'institution, elle est une réflexion active, mais qui en est hélas encore au stade des questions. Donc pour une planification des besoins en professionnels de santé, 7 déterminants, tout au moins d'éléments de réflexion, méritent, nous semble-t-il, d'être pris en compte, et la liste n'est pas exhaustive. Premièrement, l'évolution de la population générale. Je vous
renvoie aux projections quinquennales de l'INSEE qui ont été actualisées il y a 2 ans, en 2070, qui tiennent compte de l'indice de fécondité, de l'espérance de vie, de la migration, et qui, on est tous d'accord dessus, qui davantage qu'une augmentation de la population, sauf à ce que la migration augmente, sera essentiellement marquée par le vieillissement de la population. C'est ainsi qu'on considère que pour les plus de 75 ans, il y aura une augmentation, je dis bien une augmentation, de 5,5 millions de concitoyens sur ce qu'on appelle un scénario médian. Le deuxième point, c'est l'évolution annoncée, bien que sans cesse reporté, d'un concept d'un système de soins à un système de santé, prenant en compte en particulier les champs de la prévention et de la promotion en santé. Le troisième point, davantage médico-centré, c'est l'insuffisance d'approche quanti-qualitative des exercices au sein de chacune des spécialités. Qui fait quoi dans sa spécialité médicale ? En France, nous avons beaucoup de spécialités, 44, 2 fois plus qu'en Allemagne. Nous avons des hyperspécialités auxquelles forme d'emblée la fac. Et avec les FST, les options, bien sûr, ce n'est pas près de s'éteindre. Et nous avons mené 2 études qualitatives avec les CNP des maladies cardiovasculaires, des gynéco-obstétriques. Et on est vraiment, ce sont des mines d'instruction en ce qui concerne, si vous voulez, la réelle adéquation, ou l'inadéquation, devrais-je dire, entre l'offre de soins et les territoires. Le problème récurrent, complexe, même si ça a été abordé avec la faconde qu'on lui connaît de M. Elbod, des médecins vers un exercice hors du soin et donc d'objectifs de santé publique. Il faut aussi se poser pourquoi ce détournement. Exemple de la médecine générale, effectivement, avec des actes à visée esthétique, mais pas que, il n'y a pas que la médecine générale. Il faut savoir que nous avons ainsi fait une étude longitudinale à partir de primo-inscrits dans la spécialité de médecine générale de 2010, 13 ans après, soit à peu près un tiers de la carrière, un médecin généraliste sur 2 ne fait pas du soin primaire, d'où, effectivement, par rapport à l'attendu, nous sommes dans une crise démographique bien pire qu'anticipé. Et il en est ainsi, bien sûr, des autres spécialités. Le 4e point, c'est l'interprofessionnalité et l'évolution des champs de compétences de chacune des professions du soin, qui est une variable importante d'ajustement des besoins en formation initiale des métiers du soin, filière par filière, sans oublier les nouveaux métiers. Chaque métier a droit à une revalorisation des champs de compétences, mais il faut que les choses se fassent de façon coordonnée et réfléchie. C'est ce qui manque cruellement ces temps-ci. 5e point, l'impact des nouvelles technologies, du numérique, de l'intelligence artificielle, des progrès thérapeutiques. 6e point, la territorialité. Les inégalités socio-territoriales en France se creusent dramatiquement. Et dans la boîte à outils de l'accès aux soins, c'est d'une politique d'équité qu'il est souhaitable d'entreprendre pour répondre à une égalité d'accès aux soins qui, pour nous, est le pilier du pacte social républicain. Allouer des moyens humains et matériels en rapport avec des difficultés des territoires, et non pas de façon égalitaire, parce qu'il faut admettre que dans certains territoires, il faudra davantage porter l'accent et engager des moyens par rapport à d'autres, et avec une affirmation, bien sûr, préliminaire de réaffirmer le système social dans lequel les Français et les soignants semblent si attachés depuis 1945, la solidarité et la qualité des soins, sans compromettre, bien évidemment, la solvabilité de ceux-ci. Et le 7e point, sans être exhaustif, c'est décloisonner le débat. Dans un système qui est diarchique, pour ne pas dire d'archique, ville-hôpital. L'hôpital n'ira pas bien si la médecine de ville ne va pas bien, et la médecine de ville n'ira pas bien si l'hôpital ne va pas bien. Soyez-en absolument convaincus. Des financeurs, l'État, l'assurance maladie, d'État, des collectivités territoriales. Et enfin, savoir si on veut un modèle décentralisé ou simplement déconcentration de la décision du soin, enfin de la politique de santé. Donc tout cela, c'est vous amener à une exigence de travail transversale et partenariale. Moi, quand j'entends que non, c'est trop compliqué, on ne peut rien faire, je ne peux pas faire mien ce discours-là.
Nous avons un think tank actuellement sur l'intelligence artificielle à l'ordre, et on nous dit que c'est l'intelligence humaine augmentée, mais il faut faire attention parce que le risque, c'est la paresse. Parce qu'on n'est pas en train de succomber à une certaine paresse en disant « non, vous savez, c'est trop compliqué, donc il y a six inconnus dans l'équation, donc on ne sait pas faire ». Non, ce qu'on vous engage, en revanche, c'est véritablement un travail avec différents scénarios pour une modélisation qui corresponde au mieux aux attentes tant de nos concitoyens que l'ensemble des professionnels de santé, tant en exercice qu'à venir. Merci. Alors, avant peut-être de donner la parole aux autres représentants des ordres, et comme il y a des contraintes, je crois, de timing, je vais donner la parole à Madame Françoise Janson, qui représente les régions, sur le sujet du fait que les régions constituent un acteur important dans la programmation des besoins des professions sanitaires et sociales. Et c'est une partie majeure de la ressource humaine, mais beaucoup de professions sont aujourd'hui exclues du champ dans votre périmètre. Donc, comment articulez-vous la planification des besoins avec les ARS, les acteurs de la formation et puis également les attentes des usagers? Bien, merci beaucoup d'avoir invité Région de France. Je remarque qu'on n'est pas très bon parce que déjà on n'était pas capable de planifier le nombre de fauteuils pour la table ronde. Donc ça augure mal de la planification du nombre de professionnels de santé. Mais vous rappelez donc que la compétence des conseils régionaux, on nous a donné en tant que conseils régionaux il y a quelques années, en plus de la compétence sur la formation en général, celle sur les formations sanitaires et sociales. Et ça regroupe plusieurs choses. Ça veut dire que nous sommes en charge, à partir d'une partie d'argent que nous donne l'État, nous sommes en charge de financer le cursus de formation d'à peu près 80% des professionnels de santé, quand même, si on compte, d'agréer les instituts de formation, et puis d'élaborer tous les 5 ans un schéma des formations sanitaires et sociales. Il y a le sanitaire, mais il y a aussi le social, même si je me tiendrai au sanitaire aujourd'hui. Donc sur la question de la planification, on n'a pas été très bon, parce que moi je suis arrivée en 2016, début 2016, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas vu venir le vieillissement de la population et qu'on n'avait pas assez d'aides-soignantes et d'auxiliaires de vie, et c'est encore en crise. Je rappellerai quand même, pour ajouter à ce qui a été dit d'avant, qu'il faut quand même considérer aussi dans l'attractivité des métiers la façon dont sont rémunérés les gens. C'est quand même un point important, il ne faut pas l'oublier dans les travaux de l'ONDPS. Donc première erreur, les aides-soignants. Deuxième erreur, en 2018-2019, Madame Costa, qui était là à Poitiers, me dit « Françoise, il faudrait augmenter le nombre d'infirmières ». Je lui dis « Ben non, on a fait une évaluation il y a 2 ans, tout allait bien ». En fait, quand on regarde les besoins et les difficultés de recrutement, elle avait complètement raison. C'est à partir de 2018-2019 qu'est arrivée la tension énorme sur les infirmières qui s'est traduite par les difficultés, pour le coup, catastrophiques qu'on a depuis la Covid. Et puis, troisième sujet, les manips radio. Alors, ne me tombez pas tous dessus à la sortie, je sais, on en manque. Bon, Benoît Elbaud est parti, mais comme je suis dans la même région que lui, je peux vous dire maintenant que l'ARS du Nouvelle-Aquitaine a accordé des quantités de scanners et d'IRM depuis 2016, sans nous le dire. Donc, comment est-ce qu'on pouvait augmenter le nombre de manips radio si on ne savait pas qu'effectivement, il y avait besoin de plus de manips radio puisqu'il y avait plus de scanners et d'IRM? Alors ça, c'est pour dire qu'on s'est beaucoup trompé, qu'on essaye de faire mieux. Comment on essaye de faire mieux? Alors, dans le schéma qu'on est en train de faire aujourd'hui, puisque c'était la question, on essaye de travailler à la fois sur des chiffres et à la fois sur du ressenti. Sur les chiffres, on a un outil dans chaque région qui s'appelle les CARIFOREF. C'est des centres d'animation de ressources d'information et c'est des observatoires régionaux de l'emploi et de la formation. Ils servent pour tous les métiers. Dans la plupart des régions, on leur a donné des missions spécifiques depuis 2016-2017 sur les formations sanitaires et sociales. Alors en fait, ils sont chargés de nous donner les chiffres. Le problème, c'est que les chiffres, ils vont trouver des chiffres là où ils sont, l'INSEE, l'adresse, les DRETS, parce que dans les formations sanitaires, vous savez que les hôpitaux ont la charge des instituts de formation, qu'il y a une partie de la pédagogie qui est faite par les universités, l'autre partie qui est surveillée par les ARS, mais qu'à la fin, c'est l'État qui diplôme. Donc moi, qui finance les formations, il faut que j'aille demander à l'État combien il y a de diplômés qui sortent des écoles dans lesquelles j'ai décidé du nombre de gens qui rentraient. Donc c'est pas très simple. Je pense qu'il faut effectivement
simplifier les choses. Il y a les répertoires d'Eli, il y a les ordres, il y a les DARES, voilà. Enfin, ces CARIFOREF, ils sont en charge d'aller chercher les chiffres et les bons chiffres. Le problème des chiffres, c'est que si on veut qu'ils soient fiables, eh ben, on les a 2 ou 3 ans après. Grosso modo, pour 2023, j'ai eu les chiffres de 2020-2021. Alors nous, on essaye de compenser en ayant des chiffres régions. On se dit, on va peut-être être, en plus du CARIFOREF, on sait le nombre d'organismes de formation qu'on a, on sait combien de places on ouvre chaque année, on s'est un peu battu pour ça, combien il y a d'apprentis, parce que c'est quand même quelque chose qui est en train de monter en flèche, en particulier sur les aides-soignants. On sait à peu près, on commence à savoir combien on a de présents. Par contre, impossible de savoir combien il y en a qui ont arrêté. Parce qu'entre ceux qui redoublent, entre ceux qui arrêtent un an, entre ceux qui vont faire un voyage, entre ceux qui décident de partir et qui finalement reviennent, c'est assez difficile de le savoir. Ce qu'on sait par contre aussi, qui est très important et personne n'en a parlé, c'est qui rentre en formation initiale et qui rentre en formation continue ou en formation professionnelle. Il ne faut pas oublier que les métiers d'infirmière, c'est à peu près entre 20 et 30%, ce qui est quand même beaucoup de gens qui y rentrent en deuxième partie de carrière. Ce qui veut dire, en plus maintenant ils vont y rentrer simplement avec 2 ans de formation. Et c'est 70% pour les aides-soignants. Ça veut dire qu'on a un champ d'ouverture très large sur les gens qui rentrent. Donc voilà. Et ensuite, on essaye d'avoir des chiffres par les ARS et les hôpitaux. Le problème, c'est que les ARS et les hôpitaux ne sont pas équipés pour l'instant. Enfin, dans notre région, ils ne pouvaient pas nous dire combien il y avait de postes d'infirmières dans chaque hôpital. C'était, voilà, c'est pas une critique, c'était une réalité. Alors, ça va mieux, on travaille vraiment très étroitement avec les services alors dans ma région de Benoît-Helbode, mais dans toutes les régions, à peu près les ARS et les régions travaillent ensemble pour essayer d'avoir un diagnostic des besoins sur les formations sanitaires. Donc ça, c'est avoir des chiffres. La deuxième chose, c'est les signaux, je dirais, faibles. C'est-à-dire que quand on fait ces schémas, on fait le tour de la région, soit par département, soit dans des sites différents. On rencontre les ARS, bien sûr, chaque département, que ce soit les services ou les politiques. On rencontre le médico-social, on rencontre les URPS, les ordres, on rencontre les associations de patients. On rencontre ensuite pour des questions d'adaptation de l'offre, parce qu'on peut ouvrir toutes les places qu'on voudra. Si on ne prend pas soin des étudiants, ben, ils n'iront pas jusqu'au bout, donc on rencontre les étudiants et les formateurs. Et l'ensemble des professionnels, et bien sûr, on rencontre aussi les universités, les CHU ou les CH. Et puis, cette fois-ci, je suis même allée rencontrer directement des étudiants, un certain nombre de classes d'étudiants. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui font remonter ces signaux faibles dont j'en parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est là qu'on sait que si dans 4 concertations différentes, on vous dit, bah, tiens, on vous manque de ce type de professionnel, on a beau pas avoir les chiffres, on va commencer à savoir qu'effectivement, ces signaux faibles, ils doivent compter. Ensuite, ben voilà, c'est les questions de prospective, mais je ne vais pas insister dessus. Combien il y a de nouveaux, quels sont les nouveaux métiers, comment on va travailler sur les passerelles, de quoi on a besoin. Quand j'ai entendu il y a quelques semaine, le ministre de la Santé me dire « Ah, mais on va augmenter l'exigence du nombre d'infirmières dans les salles de réa. » Et qui me dit par exemple, à l'hôpital de Pau, ça va être 15 infirmières de plus. Vous faites un bond, hein, parce qu'on a beau avoir 3500 places d'infirmières. Si dans chacun des hôpitaux, il faut 15 places de plus, il vaut mieux qu'on le sache avant et qu'on aille bien chercher des professionnels. Donc c'est bien de faire de la prospective, mais c'est vrai qu'il faut essayer de tout conjuguer. Bon, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, mais c'est comment ça se fait très localement. Et pour finir, l'exigence qu'on a et ce qu'on va faire, ce qu'on n'a pas du tout fait sur les années précédentes, c'est d'avoir un conseil régional de filière qui réunit l'ensemble des parties prenantes avec des groupes de travail et en fait qui tout au long de l'année travaille sur le sujet et il y a au moins une réévaluation des normes, des objectifs quantitatifs du nombre de places qu'on ouvre chaque année, à condition qu'on puisse avoir les moyens financiers, parce qu'en fait on a une quantité, on a une somme d'argent qui a été bien augmentée par le Ségur de la Santé, mais après, comme il faut tout augmenter à la fois, puisqu'il y a des besoins et des tensions quasiment dans tous les métiers, sauf peut-être les opticiens lunetiers qu'on pourrait baisser,
Mais sinon, comme il y a vraiment des besoins partout, il y a des moments où on ne peut pas prendre à droite faire le travail de Bonneto dont parlait François Crémieux tout à l'heure. Il faut vraiment qu'on aille chercher de l'argent là où il est, c'est-à-dire auprès de l'État. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Des enjeux importants se posent aussi dans les autres professions médicales, on l'a dit, et donc le point de vue du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, Sébastien Faure, s'il vous plaît. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Déjà, je voudrais dire que je représente bien le Conseil de l'ordre et j'excuse Karine Wolf, sa présidente, qui était engagée par ailleurs, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. Et je ne parle pas au titre de la conférence des doyens, puisque son président est là et qu'elle est donc formidablement bien représentée. Alors, que fait l'ordre des pharmaciens par rapport à la démographie ? Déjà, d'une part, pour prédire l'avenir, il faut déjà savoir le présent. Et donc, chaque année, l'ordre des pharmaciens publie un état des lieux de la démographie des pharmaciens dans les différentes sections, puisque pour les pharmaciens, on ne peut s'inscrire que dans une section, l'officine, l'hôpital, la biologie médicale, l'industrie, par exemple. Donc chaque année, l'ordre publie cette démographie, et on peut dire qu'au 1er janvier 2023, il y avait 73 795 pharmaciens exactement, et ça représentait une baisse de 0,3% par rapport à l'année précédente. La moyenne d'âge est relativement stable pour les pharmaciens, je vais être très concret. Par contre, la médiane était réduite de 2 ans, passant de 48 à 46 ans, ce qui est un signe intéressant. Pour ce qui vous intéresse plus particulièrement aujourd'hui pour les métiers de l'hôpital, d'une part les pharmaciens biologistes, on observe une baisse majeure des pharmaciens biologistes inscrits à l'ordre, avec donc une baisse de 16% au cours des dernières années, des 10 dernières années, avec une répartition publique-privée à peu près équivalente. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on observe une baisse très importante de l'inscription des pharmaciens biologistes dans le secteur privé, alors qu'on voit une augmentation du nombre de pharmaciens biologistes dans le public, et notamment de biologistes hospitaliers qui sont pharmaciens de formation initiale. Pour ce qui est des pharmaciens hospitaliers dans les pharmacies à usage intérieur, on observe aussi depuis 10 ans une augmentation régulière d'environ 24% en 10 ans, donc qui est quand même significative. C'est plus de 1500 nouveaux pharmaciens hospitaliers dans les hôpitaux qui sont en exercice aujourd'hui. Donc de manière globale, on peut dire que le nombre de pharmaciens aujourd'hui augmente dans le secteur public, à l'hôpital. Et c'est peut-être pas ce qu'on entend souvent ou ce qu'on peut penser. Donc les chiffres sont parlants et je pense qu'il était important de le souligner. Pour ce qui est maintenant de l'avenir et des projections démographiques, puisque c'est la question qui nous est posée aujourd'hui, l'ordre a été, comme beaucoup d'entre nous, relativement ému de voir qu'à la rentrée 2022, il manquait environ 1000 places d'étudiants en pharmacie en 2e année, et donc a lancé une feuille de route attractivité très, très ambitieuse et qui comprenait justement une étude pour évaluer ces projections démographiques. Donc cette étude qui est prospective, à la fois qualitative et quantitative, a pour objectif d'évaluer l'adéquation entre l'offre en pharmaciens et les besoins en pharmaciens, et d'extrapoler dans le temps selon différents scénarios en fonction du nombre d'étudiants formés, de l'attractivité des métiers, des trajectoires professionnelles qui évoluent, on en a parlé, de l'évolution des métiers pour les pharmaciens qui sont importantes, ces évolutions aujourd'hui, et puis des conditions d'exercice ou de rémunération. Alors cette étude, elle permettra de modéliser des tendances aujourd'hui via à la fois un modèle de micro-simulation de la démographie pharmaceutique dans son ensemble, mais aussi pour chacun des métiers de la pharmacie, pour l'officine, pour l'hôpital, la biologie médicale, l'industrie, la distribution, d'identifier les différents facteurs qui ont une influence sur ces prévisions et d'anticiper autant que possible les impacts de ces évolutions afin d'assurer la présence d'un nombre suffisant de pharmaciens pour garantir les missions pharmaceutiques en France et assurer les missions de santé publique.
Alors 2 modules sont définis pour cette étude. Un module prévision démographique, enfin projection démographique, c'est-à-dire d'évaluer le nombre de pharmaciens disponibles. Ça c'est relativement simple à faire pour l'instant. Et un deuxième module, des projections des besoins en pharmaciens pour l'avenir. Ce qui est plus complexe. L'horizon temporel, c'est jusqu'en 2050 que cette étude va permettre de nous aider. La difficulté, en fait, c'est la spécificité des différents métiers. En fait, il faut 5 projections différentes pour 5 métiers différents, avec des modes d'exercice différents, à la fois dans le public et dans le privé, et notamment en libéral. Au jour d'aujourd'hui, le prestataire a été retenu par appel d'offres. Un comité scientifique également associé à cette démarche, qui comprend notamment l'INED, l'Institut national de la démographie, l'IRDES, l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé, l'ADRES, l'ONDPS et la conférence des doyens. Les résultats sont attendus pour la fin du premier semestre 2024, de manière à avoir des données consolidées pour pouvoir ensuite faire des propositions, notamment à l'ONDPS pour les postes d'interne ou sur les besoins d'étudiants en 2e année. Merci beaucoup. Merci. Le sujet de l'odontologie a été traité en détail tout à l'heure par Emmanuel Touzé, et donc on va terminer ce tour d'horizon des visions des ordres professionnels par celui de la 4e profession médicale, universitarisée, les sages-femmes, et donc Cécile Moulinier. Merci de nous avoir invités au niveau de l'organisation de ces assises. Donc la profession de sage-femme, au 1er janvier 2023, nous avions 24 354 sages-femmes en exercice, en activité. Une moyenne d'âge de 41 ans, donc une population plutôt jeune, mais avec un gros bouleversement dans l'activité des sages-femmes. Depuis 2009, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est sorti de notre champ de compétences initial qui était la grossesse, l'accouchement et le postpartum, et que nous avons pu investir la gynécologie et la gynécologie de prévention pour les femmes en bonne santé. Et du coup, ça a modifié, on a vu au niveau de l'hôpital, entre autres, une fuite, puisque actuellement, nous avons près de 35% de sages-femmes qui exercent en libéral, 25% en exclusif et une dizaine de pourcents qui sont entre une activité hospitalière ou une activité libérale en parallèle. Cette profession de sage-femme, son effectif a pu croître régulièrement, mais on se rend bien compte qu'elle est touchée de plein fouet par la crise de la périnatalité. Certaines maternités ont des problèmes de fonctionnement. Quelquefois, la maternité de Nièvre, à Nevers, dans la Nièvre à Nevers, c'était un problème de sage-femme, d'effectifs de sage-femme. Dans plein d'autres maternités, on est avec des problèmes d'effectifs de médecins pédiatres, réanimateurs et gynécologues obstétriciens. Et du coup, la sage-femme se retrouve dans des conditions d'exercice complexes, complètement, ne pouvant plus assurer à la fin de sa garde ce qu'elles disent la sécurité émotionnelle et la sécurité médicale de l'accompagnement des patients. Donc, on a une certaine fuite de l'hôpital et notamment des CHU. Ensuite, les sages-femmes exercent quand même... alors, on a un bon maillage territorial parce qu'on est la seule profession médicale avec un zonage qui a été institué il y a au moins une dizaine d'années. Et du coup, ça permet pour les patients d'avoir un recours minimum pour les patientes en bonne santé. Le travail des sages-femmes, c'est aussi de repérer la pathologie et d'orienter vers les médecins. Ensuite, comme j'avais prévu pour 3 minutes, qu'on me donne plus, c'est compliqué. Ah non, mais... non, vous ne me donnez pas plus. Non, en fait, ce que je voudrais dire, c'est que ça a été évoqué par Valérie Courtin ce matin, c'est l'évolution avec la 6e année. La 6e année de formation va nous permettre, peut-être, d'obtenir cette reconnaissance, puisque actuellement, à l'hôpital, le statut des sages-femmes est toujours un statut hybride. Nous n'appartenons toujours pas à la communauté médicale de l'hôpital comme
les pharmaciens ou les odontos. Voilà. Donc on espère qu'avec cette mise en route de la 6e année, l'intégration vraie à l'université, parce que contrairement aux professions paramédicales, notre diplôme a toujours été délivré par le président de l'université. Notre diplôme d'État, c'est un diplôme de l'université. Donc je pense que si on peut obtenir une reconnaissance avec cette intégration, le statut de maître de stage comme pour les médecins généralistes, en fait, avec 6 années d'études, nous sommes des généralistes quand même de la santé génésique des femmes en bonne santé, et je pense qu'on est là pour répondre à un vrai besoin de la population, avec cette capacité d'orienter en cas de souci. Voilà. Merci. Merci beaucoup. On va passer maintenant sur une vision CHU et je vais m'adresser pour cela à Madame Anatole Touzé, qui est directrice générale du CHU de Rennes. C'est vrai que les établissements de santé, en l'occurrence les CHU, sont très concernés par les problématiques actuelles de pénurie des professionnels de santé. Vous êtes touchés de plein fouet. Et en même temps, les CHU sont aussi des générateurs d'innovation et contribuent à l'émergence de nouveaux besoins et de nouveaux métiers. Donc la question est en 2 volets, c'est quelles sont les actions d'ores et déjà mises en place au sein des CHU pour faire face à ces enjeux, et peut-être également un peu plus prospective, 2e volet, qu'est-ce qui pourrait être mis en place et qu'est-ce que vous prévoyez de mettre en place? Merci. Donc effectivement, la question de l'attractivité et l'enjeu de faire face aux enjeux de démographie médicale, paramédicale sont majeurs. Et ça touche aussi d'ailleurs d'autres professions dont on parle moins, les ingénieurs informatiques, les data scientists, les ingénieurs travaux et d'autres professions. Donc c'est vraiment notre priorité majeure à l'ensemble des CHU. Bien évidemment, nous travaillons de concert avec les doyens, les présidents de commissions médicales et l'ensemble de nos communautés pour faire face à ce défi historique. Je crois qu'on est vraiment à un tournant historique en post-Covid, avec une multiplication de crises diverses, RH et financières, qui sont vraiment des enjeux considérables. Alors bien sûr, les CHU font déjà beaucoup. Alors, je vais illustrer mes propos sur les 2 volets, à la fois les volets des professions médicales et le volet des professions paramédicales et autres professions de santé. On a fait beaucoup et on fait encore beaucoup pour essayer d'accompagner l'amélioration des conditions de travail des professionnels et faire face à cet enjeu d'attractivité. Un des premiers sujets sur lesquels on travaille tous ensemble, les doyens, les PCME et les directeurs généraux, c'est d'abord la question des effectifs. Donc c'est la base. On en a beaucoup parlé, c'est une de nos propositions. Augmenter fortement le nombre de HU, puisqu'on est aux assises hospitalo universitaires. Je pense que c'est vrai, quand on se compare au niveau international, les effectifs dans nos CHU sont quand même, par rapport à d'autres hôpitaux comparables, très faibles, il faut se le dire. Ils sont souvent de 20 à 30%, voire plus, en sous-effectifs par rapport à d'autres pays comparables, d'autres pays développés. Et donc l'enjeu, c'est bien évidemment d'accompagner les évolutions d'effectifs. En praticien hospitalier, on l'a fait, on le fait tous dans nos CHU. À Rennes, on a créé ces 6 dernières années plus de 100 postes de praticiens hospitaliers. Malheureusement, il n'y a pas eu autant de création de postes hospitaliers universitaires. C'est un de nos sujets. Il y a eu l'effort Ségur avec les 250 postes sur 5 ans, mais ce n'est pas suffisant. Et je crois vraiment que c'est un enjeu majeur, les effectifs, pour pouvoir faire face à ces enjeux. Deuxième enjeu, c'est aussi de rééquilibrer. Bon, on a parlé beaucoup des territoires, des inégalités territoriales, et là, les CHU sont très investis dans les territoires aussi pour aider à fidéliser des praticiens dans les établissements en difficulté qu'on soutient évidemment fortement, mais c'est aussi de rééquilibrer au sein de nos CHU les disciplines. De rééquilibrer ou en tout cas renforcer celles qui sont avec des postes hospitalo-universitaires en nombre insuffisant. Certains, vous le savez tous, dans nos CHU, on a des inégalités, certaines disciplines où il y a beaucoup de postes HU, d'autres où il y en a beaucoup moins, voire parfois un seul dans certaines spécialités, voire pas du tout. Donc c'est un vrai sujet, et à travers la révision des effectifs HU que nous faisons en concertation avec les doyens tous les ans, bien évidemment avec les PCME, et à travers aussi les efforts que nous faisons pour promouvoir des jeunes et les fidéliser dans la carrière HU, évidemment ce travail-là de soutien aux disciplines est important sur le volet hospitalier universitaire et aussi sur le volet hospitalier, puisqu'on sait qu'on a aussi des disciplines à plus forte pénurie que d'autres, l'anesthésie, les urgences, l'imagerie. On a cité l'anatomie, le doyen Weber tout à l'heure citait aussi la chirurgie pédiatrique et d'autres. On a des difficultés, et il faut arriver par des actions, je dirais, d'accompagnement individuel des praticiens, mais aussi des actions plus collectives sur lesquelles je vais revenir, à attirer et fidéliser. Et malgré ça, malgré toutes les actions qu'on mène, on a encore beaucoup à faire. Le deuxième axe, je dirais, c'est les conditions de travail et l'organisation du travail.
il faut que l'environnement de travail soit favorable. Donc ça veut dire investir dans les locaux. On est tous engagés dans des projets de reconstruction majeurs. Espérons qu'on pourra les poursuivre malgré les situations financières difficiles. C'est aussi les équipements biomédicaux, les équipements informatiques. Donc il faut investir massivement et on le fait, on l'a fait. Donc à Rennes, on a investi plus de 100 millions sur ces sujets d'équipement biomédical, informatique. Investir aussi dans les nouveaux outils, la télémédecine, la télésanté, l'intelligence artificielle, la gestion des données. Sur tous ces sujets, les CHU ont énormément investi. J'espère qu'ils pourront continuer à investir dans les années à venir, parce que c'est vraiment fondamental pour améliorer les conditions de travail, parce que ça fait partie, l'environnement de travail, des conditions de fidélisation des professionnels, notamment médicaux, mais aussi paramédicaux. Le troisième axe, c'est l'organisation du travail. Là, c'est un chantier vraiment qui a commencé, notamment pour les professions médicales, mais qui doit vraiment se renforcer très fortement dans les années qui viennent. Je pense que c'est vraiment un levier d'action considérable, puisqu'on voit bien que souvent, pas toujours, mais il y a des départs qui sont liés aux ambiances de travail dans les services, à la dégradation des relations interpersonnelles, à des problématiques de conflits qui ne sont pas gérées depuis des années ou qui ne sont pas arrivées d'ailleurs parfois au niveau des gouvernances, qui sont avec une certaine omerta traitées avec des méthodes de management parfois à l'ancienne. Et ces sujets-là, nous en occupons tous en permanence avec les doyens et les PCME. Il faut y travailler au fond. On avait des débats encore récemment en CME là, sur le fait de savoir comment prévenir les conflits, comment prévenir les risques psychosociaux dans les équipes, comment accompagner les praticiens qui sont demandeurs de plus de qualité de vie au travail, dans l'équilibre de leur mission. On a parlé de la contractualisation des missions, c'est un sujet tout à fait majeur, de clarifier les missions de chacun dans les équipes. Ça, c'est un travail qui doit être fait sur le terrain, en proximité, avec des responsables de service, des responsables de pôle qui doivent être formés aussi. On a encore de gros efforts à faire, même si on en a fait, sur la formation au management, sur l'accompagnement des managers médicaux. C'est vraiment un enjeu considérable. Et sur également tout ce qui est prévention des risques psychosociaux, tout ce qui est lutte contre les agissements sexistes. Et nous devons coordonner encore plus nos efforts entre les facultés de santé, les CME, les directions générales, pour pouvoir prévenir ces questions, accompagner la gestion de ces situations difficiles. Et c'est cela qui aussi favorise la qualité de vie au travail et donc la fidélisation des professionnels. Enfin, deux autres axes pour les professions médicales, les territoires. On a déjà beaucoup universitarisé les territoires et c'est très bien, il faut absolument poursuivre cela en créant des antennes délocalisées. Nous, on l'a fait dans l'ensemble des grands centres hospitaliers de la subdivision d'internat et beaucoup de CHU le font. Il faut poursuivre aussi notre politique de soutien au territoire. On a tous un nombre de postes partagés très important. C'est un élément aussi d'attractivité parce que certains professionnels, on a fait une enquête de satisfaction nous, sur nos jeunes professionnels, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, qui sont impliqués dans les CH. Ils sont globalement très satisfaits quand ils partent en binôme d'ailleurs, quand ce n'est pas le dernier arrivé, le dernier docteur junior qui est envoyé dans un centre hospitalier tout seul, mais quand il y a des binômes de seniors et de juniors, quand ils sont accompagnés par les institutions, à la fois l'hôpital qui les accueille et le CHU, que c'est intégré dans une politique de service, que c'est intégré dans une politique hospitalière universitaire, on voit que c'est aussi un élément d'attractivité. Il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas qu'une charge, c'est aussi une charge pour nous, les CHU, mais c'est aussi un enjeu majeur pour fidéliser dans les territoires et garder à l'hôpital public des praticiens de qualité. Enfin, je terminerai pour les praticiens par le soutien à la recherche. On en a beaucoup parlé. On soutient financièrement les FHU, les RHU, l'appel à projet. On a beaucoup débattu de la recherche, je ne vais pas y revenir. Mais évidemment, le soutien à la formation. On investit aussi dans la simulation. Dans nos instituts, les CHU ont beaucoup investi sur ces nouveaux outils de pédagogique et les facultés également. Et ça, c'est aussi un axe très important. Alors, est-ce qu'on peut faire plus, notamment pour les professions médicales? Je vais revenir quelques mots ensuite sur les professions paramédicales. Mais bien sûr qu'il faut faire plus. Nos propositions aux assises, d'ailleurs, évoquent des axes qui permettront sans doute de mieux fidéliser. Mais le défi est énorme devant nous, considérable, vraiment historique, je crois qu'on peut le dire. Donc les solutions, elles viendront d'efforts collectifs, non seulement des CHU, de l'ensemble des professionnels du système de santé pour faire bouger les lignes, vous l'évoquiez, avec tous nos partenaires, que sont les collectivités, les régions, l'État, bien évidemment, et aussi la population, en termes de prévention, d'éducation à la santé, pour faire partager ces défis-là. Mais en tout cas, le sujet aussi sur lequel sans doute nous aurons à poursuivre nos efforts, c'est aussi les délégations de compétences, les délégations de tâches. Les IPA, c'est tout récent en France. Ça fait 20 ans qu'effectivement un rapport disait qu'il fallait le faire.
Mais c'est tout récent et c'est encore infinitésimal par rapport à ce qu'on pourrait faire. Donc, développer les postes d'infirmières de pratique avancée, d'infirmières de parcours, de coordination, tous ces sujets-là, d'accompagner ces nouveaux métiers sera un sujet majeur. Puis j'évoquerai un dernier point sur les professions médicales, c'est la permanence des soins. Elle boit des parties, c'est dommage, mais la réorganisation des schémas territoriaux de permanence des soins, il faut le rappeler, elle pèse essentiellement sur le public, elle pèse essentiellement sur les CHU. C'est aussi un facteur d'épuisement, c'est un facteur de fuite vers le libéral, vers les cliniques ou vers d'autres modes d'exercice. Et donc ce sujet-là, il faut aussi le traiter au fond si on veut pouvoir avancer. Alors quelques mots sur les professions paramédicales. Bien sûr, là aussi, on a fait beaucoup de choses pour les professions paramédicales. Comme vous le savez, on a un chiffre quand même qui est assez énorme, on a perdu 5% de nos infirmières depuis 2019. 4255 postes d'infirmières qui ont quitté nos CHU. Heureusement, grâce à nos efforts de recrutement, de job dating, de stagiarisation rapide, de CDIsation immédiate, etc., de valorisation de nos métiers, nous remontons enfin la pente, mais ce sont les dernières données du dernier quadrimestre de cette année, plus 1%, enfin. Mais donc l'enjeu là aussi est considérable, y compris pour fidéliser nos paramédicaux. À Rennes, heureusement, on a plus de postes vacants d'infirmiers, mais je crois qu'on est un des rares CHU. Donc il y a encore des efforts considérables. La paix fait aussi des efforts considérables. Nicolas Revel en parlait. Mais en tout cas, l'emploi soignant, c'est aussi un enjeu fondamental. Donc le recrutement, la fidélisation, la stagiarisation rapide, l'apprentissage. À Rennes, on a presque 80 apprentis. Il faut vraiment aller vers cette filière qui nous donne vraiment satisfaction, qui nous permet de recruter, y compris en milieu de carrière, ça a été évoqué. Il y a beaucoup de soignants aujourd'hui qui arrivent plutôt en milieu de carrière, et pas uniquement en fin de formation. La promotion professionnelle, on a fait beaucoup d'efforts sur la promotion professionnelle. Tous les CHU ont augmenté fortement les promotions professionnelles pour accompagner aussi les carrières, les évolutions vers une nouvelle qualification des soignants. L'organisation du travail, on a un dogme qui est les 7h30, mais il faut dépasser ce dogme, passer vers des organisations plus en 12 heures. Elles sont demandées, les organisations en 12 heures, au-delà des services traditionnels, qui étaient les maternités ou les réa. Beaucoup de services demandent aujourd'hui, beaucoup de personnel du passage en 12 heures, ou des horaires plus variables, c'est-à-dire des 10 heures, des alternances de 8 heures, de 10 heures. Donc il faut être souple dans les temps de travail, les organisations de travail pour les soignants. Je pense que c'est vraiment un enjeu devant nous encore. Il faut aussi pouvoir remplacer l'absentéisme. Donc ça veut dire mettre en œuvre des services de remplacement en nombre suffisant et en effectif aussi, là, avec une souplesse offerte à ces professionnels pour qu'ils acceptent d'aller dans tel ou tel service, mais en tout cas qu'ils puissent les choisir aussi, que ce ne soit pas une relégation pour eux. Et il faut qu'on fidélise aussi nos services de remplacement. À Rennes, on a délégué 10 millions d'euros au pôle, dont les montgolfiers de remplacement. Il faut que ce soit géré au plus près des besoins des services pour pouvoir mieux répondre à leurs besoins. Et puis il y a tous les sujets de qualité de vie au travail, ça vaut pour tous les professionnels, de politique sociale, de crèche, de logement, le partenariat avec les collectivités, avec d'autres partenaires, les grands bailleurs sociaux, pour favoriser l'accès au logement. Le management, j'insiste, c'est vrai aussi pour les cadres, pour tous les managers, quels qu'ils soient, la formation au management, la formation aux nouvelles attentes des nouvelles générations, les outils numériques, la préparation aux nouveaux métiers, et puis globalement aussi des politiques sociales adaptées. Le Ségur a été une révolution puisqu'il nous a permis de signer des accords collectifs avec les organisations syndicales, c'est nouveau, ça n'existait pas dans la fonction publique. On a tous signé des accords collectifs, plus ou moins majoritaires. Mais je crois que c'est vraiment un outil aussi d'avoir une politique sociale au plus près du terrain. À Rennes, ça a été 6 millions d'euros, près de 98 postes, donc c'est pas rien. Donc tous ces enjeux-là, il faut évidemment, nous en sommes saisis, il nous faut nous en saisir encore plus pour les années qui viennent. Et puis bien sûr, il y a sans doute plein d'autres idées que celles que j'ai pu donner. Mais en tout cas, le défi est énorme et il faudra chercher tous les leviers d'action pour pouvoir y faire face. Bon, alors... Comme vous avez pu le constater, on s'est laissé complètement déborder par le temps. Peut-être on va autoriser une question. Je voudrais peut-être juste dire en synthèse que cette table ronde quand même et des présentations montrent l'immensité et la grande complexité du sujet de la planification des ressources humaines, qui a un défaut qui est quand même constaté de données exhaustives et à jour pour traiter ces sujets.
un défaut de concertation encore, hein, enfin, même s'il y a eu des progrès entre toutes les parties prenantes qui peuvent contribuer à ces questions-là. Et plus globalement, on a un défaut d'investissement au niveau, je dirais, de l'État, enfin de nos tutelles, sur ces sujets, que si on veut aller plus loin, il faut qu'on fasse comme dans d'autres pays qui ont vraiment des instances qui étudient ces sujets de planification. Et pour répondre à Benoît Elbode, moi je pense que malgré tout la planification elle est indispensable. On ne peut pas se retrancher sur la complexité pour dire qu'on ne peut pas faire parce que c'est trop compliqué. En revanche, je suis bien d'accord avec lui que si on n'a pas un système de régulation à la fin pour que le système fonctionne, la planification, elle est complètement contournée et tout ce qu'on peut essayer de planifier est complètement déjoué par d'autres choses et effectivement, ça perd tout son sens. Peut-être une question brûlante. Oui, Rémi. Vas-y, pose-la comme ça, on va la répéter. Parfaitement raison, Emmanuel, il faut planifier, mais on a, depuis 30 ans, on n'a pas fait grand-chose. Donc tout ce que vous avez dit sur la nécessité de planifier, on y souscrit complètement. On peut s'interroger sur les délais à faire, mais ce dont on est sûr, et je pense que Benoît Poelvoorde avait raison, ce dont on est sûr, c'est qu'il y a déjà sans faire d'analyse très poussée, on peut dire par exemple que voilà, les sujets âgés, il y a besoin de plus de gériatres et de professionnels pour s'en occuper. On vieillit mal, il faut faire de la prévention, ça a été dit, il faut faire de la prévention. Donc on peut dire par exemple que la médecine du travail, c'est un endroit où on peut faire de la prévention, par exemple. Le problème de la santé mentale chez les ados et les enfants est un problème de santé publique majeur. Quand on visite les services de pédiatrie, on peut se dire que la médecine scolaire, la pédiatrie et la médecine scolaire, par exemple, c'est une nécessité dès maintenant. Et un peu comme Michel Viavorca, on pose la question, que fait-on aujourd'hui ? Il y a une certaine urgence à prendre des décisions pour former plus ces métiers-là. Oui, mais la médecine scolaire, c'est un exemple caricatural. Le diagnostic, il est connu. Mais il ne suffit pas de le dire qu'il faut le faire. C'est-à-dire comment on le fait. Comment on fait pour les professionnels qui rentrent. C'est une des questions qui mérite qu'on se pose collectivement. On est dans de la régulation. Là. Sur la façon d'aborder la question du vieillissement, je ne suis pas complètement convaincu que tout passe, moi, par la multiplication de spécialistes des maladies du vieillissement. Je pense qu'on pourrait s'interroger sur le développement d'une profession qui serait une profession de gérontologue, qui soit là pour adapter notre société, parce que le débat, il dépasse le corps médical largement, de même que le financement de la recherche, ça a été très bien dit ce matin, dépasse l'instance dans laquelle on est. Je crois que la question du vieillissement, ce n'est pas une question essentiellement médicale, c'est une question essentiellement sociétale, ça a été dit par Michel Viavorca, et je pense qu'il faut qu'on aborde la question dans un champ complètement différent de celui du regard médical. Le vieillissement, ce n'est pas une maladie, c'est juste inscrit dans les gènes au début de la vie, de même que la mort est également la façon d'en sortir. Hein. Mais ce n'est pas des sujets essentiellement médicaux. Non, j'ai dit tous les professionnels qui s'occupent des sujets. D'accord. Mais ces professionnels ne sont pas forcément de santé. Ça peut être des gens qui vont à domicile s'occuper des sujets âgés. Une autre question brûlante, s'il n'y en a pas. Il y en a une au fond. Non, il faut le micro parce que... C'est un sujet d'attractivité, je pense que ça va être abordé dans une autre table ronde. Donc on répondra. Que peuvent faire les ordres pour augmenter l'attractivité, pour attirer des professionnels, notamment en pharmacie, maïeutique aussi à certains points qui ont des diminutions dans certains endroits? Je pense que c'est abordé, annoncé sur le statut hospitalier universitaire. Alors très rapidement, parce que le sujet peut être... très vite, comme on avait prévu. Juste en 2 mots pour les pharmaciens, l'Ordre des pharmaciens donc, a lancé une nouvelle campagne métier qui est depuis novembre 2023, donc c'est tout récent, pour aller au plus près des jeunes, des collégiens, des lycéens, etc., pour montrer que le métier de pharmacien qui semble être connu ne l'est pas, et pour leur montrer ce que c'est exactement. Je pense qu'il y a 2 leviers sur lesquels l'Ordre veut jouer. C'est le soutien à l'évolution de la formation, et notamment la réforme du 3e cycle actuellement qui est en discussion avec les tutelles et avec lesquelles on a bien quelques difficultés aujourd'hui pour se faire entendre. Et le 2e levier, c'est l'évolution des missions du pharmacien
pharmaciens dans tous les secteurs, l'officine évidemment, avec l'élargissement de la vaccination, la prescription de certains antibiotiques suite à des TROD, etc. Donc toutes ces missions, y compris hospitalières, sur ces missions des pharmaciens, contribueront probablement à rendre plus attractifs ces différents métiers. Ouais, on va conclure arrêter. parce que sinon on pourrait partir sur des gros débats. Le sujet est très, très, très grand. Donc merci à tous. Je suis vraiment désolée.